Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast. Alors c'est Objectif Finisher. Des fois j'en m'emmêle les pinceaux entre Objectif Finisher et champion de ma vie. Mais là j'accueille aujourd'hui un sportif comme souvent, mais un sportif aussi entrepreneur comme souvent aussi. Mais là celui-ci il est dans l'univers qui est celui que vous aimez chez Objectif Finisher, c'est-à-dire l'endurance, le dépassement de soi. Souvent alors on va être dans le trail, le triathlon, parfois des sports un petit peu connexes, la course à pied pure. Là on est dans le triathlon, mais alors, un univers que vous connaissez sans doute pas, parce qu'il est quand même assez spécifique. Il concerne peu de personnes. Tu vas nous raconter ça, Goulven. J'accueille donc Goulven Tristan. Est-ce que je prononce bien ton nom déjà, Goulven? Ouais, très bien. Avec le prénom, c'est Goulven et le nom, c'est Tristan. Tu sais qu'on s'était pas eu depuis longtemps et je me souvenais même plus si ton prénom c'était Tristan ou Goulven parce qu'entre-temps, j'ai côtoyé d'autres Goulven et je me suis dit, toi, tu étais un des premiers, je pense, peut-être le premier que je côtoyais. Ça remonte à quelques années, on se connaît tous les deux parce qu'on partage la passion de l'endurance et puis on s'est connectés tous les deux aussi par le business, par l'entrepreneuriat. Tu as une carrière qui est assez folle, moi, je trouve. On va raconter ça avec tous nos auditeurs. Mais déjà, si aujourd'hui tu devais te présenter, là on est au mois de novembre, on enregistre au mois de novembre, les auditeurs vont entendre cet enregistrement courant janvier, je pense. Si tu devais te présenter à mon audience qui ne te connaît pas encore, tu te présenterais comment, Goulven? Goulven, 42 ans. Donc, comme tu l'as dit, j'ai deux casquettes. La première, c'est entrepreneur dans l'immobilier. Donc, à la fois sur le terrain en tant qu'investisseur, où j'investis depuis maintenant 2006 ou 2007. J'ai continué les investissements avec ma femme. Et à côté de ça, on fait de la formation aussi également, où on forme les particuliers à investir dans l'immobilier. Et je fais aussi également de la chasse immobilière, où je me déplace pour des clients pour leur trouver uniquement des immeubles. Donc ça, on va dire, pour faire court, ça c'est la partie immobilier, la partie entrepreneuriat. Et à côté de ça, bah, par rapport au sujet du podcast, donc une casquette de sportif où, comme tu l'as dit, on va parler de triathlon, mais d'ultra triathlon, voilà, que j'ai découvert en 2014 par le triple Ironman à Lenzane en Allemagne. Donc tout ça, je pense qu'on va y revenir sur les distances et tout ça. Mais voilà, effectivement, bah, j'ai commencé par la course à pied, par des 5 kilomètres, des 10, des 15, des semi-marathons, marathons. Mais j'ai toujours cette envie, en fait, de voir plus grand, de voir ce qu'il est possible de faire, de voir ce qu'il existe, se côtoyer aussi au meilleur. Donc bah, rapidement, j'ai bifurqué par le trail. Tout simplement, c'était à la mode. Donc trail, C'était en ultra quelle année? trail. Mon premier, c'est 2007 par le trail de les Templiers dans Hmm. la ville à côté de Millau. Et après, bah, le phénomène de l'épigénétique, on discute avec les trailers. Là, on découvre la CCC, l'UTMB. Bah, naturellement, on a envie de s'y frotter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le plus gros que j'ai fait après, ça a été le Tour des Géants en 2011. Et après, j'ai arrêté le monde de l'ultra trail. Je me suis un peu fâché en fait avec le trail par rapport pas par rapport à un état d'esprit, mais par rapport au fait, ce que j'appelle moi entre guillemets, de se prostituer pour aller chercher des points pour pouvoir faire les courses les plus prestigieuses. Et en fait, à chaque fois, je me faisais recaler de l'UTMB, je me faisais recaler du Tour des Géants parce que j'avais pas été tiré au sort ou j'avais pas le nombre de points suffisant. Et c'est là en fait où j'ai su me réorienter dans le sport et j'ai découvert en fait le monde de l'Ironman. Et là, c'était un monde, j'ai découvert quelque chose de fantastique, d'explosif. Et depuis 2011, bah, j'ai jamais arrêté cette discipline. T'as commencé avec quel Ironman? Le premier, donc en fait, mon premier triathlon, ça a été Hmm. directement un Ironman et ça a été celui de Nice en 2011. Ouais, et tu savais pas nager. Je nageais vulgairement la brasse. J'ai fait les 3,8 km de nage en brasse et je les ai fait en 1h51. Et j'avoue que j'avais la boule au ventre. J'ai jamais eu autant peur de ma vie qu'au départ de cette épreuve parce que je savais pas du tout où j'allais. J'avais dû m'entraîner 2 ou 3 fois en piscine et en piscine, je nageais en 1h50. Je savais que la barrière horaire, c'était 2h15. Alors, s'il y a bien quelque chose que je savais, c'était ça. Et quand je Hmm. suis sorti de l'eau en 1h51, en fait, je me suis transformé en athlète intouchable. Voilà, je savais que l'Ironman dans ma tête, j'allais être finisher. Parce qu'en fait, voilà, j'avais tellement peur, la peur de la natation avait pris tellement une place énorme sur cette compétition qu'ensuite, en fait, ça a été un soulagement énorme. Et le vélo, la course à pied, où il aurait pu se passer plein de choses. Parce que voilà, je ne savais pas de quelle manière j'aurais réussi à enchaîner les deux par rapport aux distances, mais je savais que c'était gagné. Parce que voilà, la natation, c'est ce qui me faisait le plus peur.
Hmm. Voire plus grand. Pour revenir un petit peu sur tes antécédents, ton univers dans ta jeunesse, ton enfance, c'est quelque chose qui n'était pas dans ta vie, c'était pas inscrit dans ton ADN de voir plus grand, de te dépasser, d'avoir des ambitions de manière générale, pas seulement dans le sport d'ailleurs. C'est quoi un peu l'univers dans lequel tu baignais quand dans ta jeunesse? Alors, j'ai toujours baigné dans un univers d'insouciance, de naïveté. Alors, très rapidement, en fait, enfin, mon premier défi, j'ai vu très, très grand. Mais en fait, ça m'a pas porté par la suite. Quand je te dis que j'ai vu très, très grand, c'est qu'en fait, moi, mon premier marathon, je l'ai fait à 13 ans. Alors, je me suis pas inscrit à un marathon, parce qu'on peut pas s'inscrire à un marathon. Enfin, il me Mhm, semble qu'il faut être majeur pour faire un marathon. mhm, Mais en fait, mon état d'esprit que j'avais à cet âge-là, c'est pour la petite histoire que je vais essayer de faire court. Euh, on avait habité 2 ans avec mes parents à Narbonne, et en fait, l'année suivante, on est remonté en région parisienne, et on est revenu à Saint-Pierre-la-Mer, à côté de Narbonne, cette fois-ci en vacances. Et en fait, mes parents avaient une semaine avaient une semaine enfin, on était partis 2 semaines, et mes parents n'avaient pas réussi à avoir les 2 semaines en même temps, donc il y avait une semaine de décalage. Donc j'étais parti en train avec ma mère et mon frère pour la Saint-Pierre-la-Mer. Et moi, petit, on venait de quitter Narbonne et j'avais envie de revoir cette ville. J'avais envie de revoir où on habitait, sentir une odeur, enfin voir quelque chose de nostalgique. Et en fait, j'avais pas la patience d'attendre mon père qui devait nous rejoindre une semaine après en voiture. À cet âge-là, je savais pas prendre les transports, je savais pas de quelle manière aller à Narbonne. Et en fait, un jour, il faisait beau, je sais pas, il y a eu un alignement des planètes et en fin de matinée, au milieu de matinée, j'ai fait à ma mère, je vais à Narbonne. Et ma mère, en fait, elle a pas dit non. Voilà, elle m'a dit, bah, ok, fais attention à toi et à tout à l'heure. Et en fait, à cette époque-là, je sais pas, on doit être en 93 ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas Internet, il y a pas Mappy, il n'y a pas toutes ces applications, il n'y a pas de GPS. Moi, c'était quelque chose qui n'était pas prémédité. Donc, je sais même plus si j'avais une tenue de sport, des baskets adéquates. Enfin, il n'y avait pas le camelback. J'avais rien de tout ça. Et je suis parti avec mes petites jambes à Narbonne. Autant le chemin, je le connaissais par cœur parce que je l'avais fait des centaines et des centaines mhm, de fois en voiture avec mes parents. Et je suis parti. Alors, j'ai jamais réussi à aller juste là où on habitait. Mais en fait, je me suis arrêté au panneau Narbonne. Enfin, j'ai fait peut-être 300-400 mètres plus loin pour aller me ravitailler dans un supermarché. C'était Mammouth à l'époque, que j'étais parti avec une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, deux, trois barres de céréales, et c'est tout. Moi, j'ignorais totalement combien de temps j'allais mettre. mhm, Je ne savais même pas combien de kilomètres séparaient Saint-Pierre-la-Mer de Narbonne. Et en fait, ce marathon, j'ai su peut-être 10 ou 15 ans après que j'avais fait un marathon. Quand il y a eu Internet, quand il y a eu les applications de GPS et compagnie, c'est là où j'ai regardé combien de kilomètres j'avais fait exactement. Et en fait, il y a 21 kilomètres qui séparent Saint-Pierre-la-Mer de Narbonne. Donc, je me rappelle, j'étais dans ce magasin Mammouth, je suis rentré, j'ai troqué ma bouteille d'eau vide contre une pleine. Et une image qui m'a jamais quitté, c'est que j'étais dans le rayon des friandises et j'ai éclaté un paquet de Bounty. Et j'ai mangé plein de Bounty dans le rayon, j'en ai mis dans mes poches et je suis ressorti incognito du magasin. Et heureusement que le vigile m'avait pas vu, parce que comment expliquer à un vigile que j'ai 13 ans, que je viens de faire 21 kilomètres et que je compte refaire 21 kilomètres pour repartir à Saint-Pierre-la-Mer? Enfin, ils m'auraient pris pour un fou, les autorités n'auraient pas compris. Ma mère, elle aurait fini en garde à vue. Enfin, ça aurait été quelque chose de fou. Et je suis reparti avec mes petites jambes rapidement, parce que voilà, mon souci, c'était d'arriver avant la fin de la nuit pour ne pas inquiéter ma mère. Ça, c'était vraiment ma priorité numéro un. Et j'ai dû retourner à Saint-Pierre-la-Mer dans notre logement de location en fin de journée. Et ma mère, ouais, elle n'est pas plus inquiétée de ça. Et on en a reparlé il y a 2 ou 3 ans de ça. Et ouais, elle a pas forcément compris comment ce jour-là, elle m'a laissé partir aussi loin et comment mhm, moi j'ai réussi à le faire. Donc j'avais cette insouciance très jeune, en fait, j'avais zéro limite. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai jamais eu cette personne ou ces personnes qui m'ont accompagné à voir plus grand. En fait, je devais me débrouiller un petit peu tout seul. Et en fait, ça n'a pas été une étincelle pour me dire, bah tiens, j'ai trouvé ma voie. Et en fait, après ça, il s'est strictement rien passé. Moi, j'ai toujours été passionné mhm, par le football. Donc, j'ai repris le foot dans le quartier, dans des clubs de foot, mais vraiment en tant que le footballeur du dimanche. J'ai jamais eu un grand talent non plus pour le foot, toujours passionné, mais sans avoir ce talent, cette étincelle. J'ai toujours voulu en faire mon métier devenir footballeur professionnel. C'est vraiment un rêve que j'ai eu pendant de très longues années.
Mais il n'y a personne qui m'a expliqué comment devenir footballeur professionnel. J'ai jamais eu le mode d'emploi et moi, je ne savais pas comment faire. Voilà, pour monter les échelons, voilà, pour faire tout ça, pour avoir davantage confiance en moi. J'avais une très grosse capacité, mais cette capacité que j'avais en moi, je ne savais pas comment l'exploiter. Voilà, je ne savais pas comment m'en servir. Et après, le deuxième fait, ça a été à 16 ans où avec ma mère, j'ai fait les 20 km de Paris. Voilà, mes parents, ils ont toujours été sportifs. Ils ont fait pendant de nombreuses années le Paris-Versailles et les 20 km de Paris, mais ils n'ont jamais vu plus grand que ça. Voilà, ça a toujours Mhm. été, ils ont toujours fait beaucoup de randonnées, de marches et compagnie, mais ils n'ont jamais fait semi-marathon ni même marathon. Et les 20 km de Paris, j'ai dû voir une publicité où j'ai dit à ma mère, bah, tiens, on y va. Elle m'a accompagné. Et après ces 20 km de Paris que j'ai fait à 16 ans, donc assez précoce quand même, mais il ne s'est rien passé par la suite. Voilà, par la suite, je suis retourné dans mes, entre guillemets, dans mes travers du foot de quartier, sans savoir quoi faire, sans savoir quel sport allait m'animer. Et j'ai fait du foot, j'ai fait du judo. Après, j'ai tout arrêté pour être jeune pompier volontaire jeune sapeur-pompier pendant 2 ans. Donc j'ai fait un peu tout sans vraiment savoir quelle était ma direction. J'ai jamais réussi à trouver ma direction. Ma direction, Mhm. j'ai commencé à la trouver à 30 ans, donc assez tardivement, et voilà. Ouais, ça se fait beaucoup dans l'insouciance, ce que tu nous exposes d'ailleurs, j'entends ce mot-là, et parfois avec des réussites, parfois aussi avec des échecs, entre guillemets, mais qui n'ont pas anéanti ton envie de dépassement ou de voir grand. Euh, Moi, j'ai pas de sentiment dans te connaissant. Alors, on peut parler aussi un petit peu en parallèle de ton parcours entrepreneurial. Tu as parlé aussi de la carrière en tant que pompier volontaire. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te mets à un moment donné dans un pipe, tu vois? En gros, il y a des occasions, il y a des choses qui se font, puis ça y est, je me mets dedans et je fais. Je sens que je suis au bon endroit. C'est des rencontres, c'est des moments, tu te poses pas de questions, tu y vas, ça y est, c'est là, et puis on verra. C'est de l'intuition. Comment ça se passe, toutes ces choses-là? Ouais, c'est beaucoup d'intuition et Hmm. j'insiste beaucoup sur le mot passion. Ouais, c'est vraiment, Mhm. faut que ça me passionne. Et aujourd'hui, l'ultra triathlon, ouais, on pourrait presque parler de drogue. Tu vois, 10 minutes avant notre podcast, j'ai reçu un mail comme quoi la compétition au Brésil l'année prochaine était finalement annulée Mhm. par manque de compétiteurs. Je suis Mhm. dégoûté. Je suis dégoûté parce que voilà, c'était en plus un DK continu, c'était une grosse compétition, c'est un format que j'adore. Et du coup, bah, je vais pas pouvoir faire cette compétition, je vais pas pouvoir revoir aussi une famille, des gens que j'apprécie, que j'ai l'opportunité de voir seulement une fois par an, des Brésiliens, des Mexicains. Et ouais, je suis dégoûté. Donc c'est vraiment la passion. C'est la passion qui m'anime. Et ouais, c'est presque une drogue. L'ultra triathlon, c'est presque devenu une drogue, un mode de vie. Voilà, un mode de Mode de vie. vie, ouais, ouais. Hmm. Ouais, un mode de vie. Ma saison, ouais, s'est terminée en début octobre. Et je sais qu'elle va reprendre maintenant en juin, mais c'est long, quoi. C'est long d'attendre une reprise en juin, malgré que ça va être une grosse saison à plus de 40 distances Ironman. Mais entre-temps, moi, je vais m'entraîner, hein, j'ai de quoi m'occuper, j'ai plein de choses à faire. Mais s'il pouvait y avoir 2-3 DK ou 2-3 double DK par an en ultra triathlon, je serais le plus heureux, quoi. On va Donc ouais, raconter parce que là, on est un petit peu dans notre univers à tous les deux, là, ouais. le dépassement. Mais quand tu dis DK, triple, Ironman, je pense que ceux qui découvrent, alors peut-être même le podcast, parce que ceux qui, tu sais, des fois, dans ton podcast un peu par hasard, et puis, tiens, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils parlent d'Ironman, déjà, ça peut faire un peu peur, ou je suis pas étonné. Et puis, alors, quand on parle de 3, 4, 10, voire plus, on va le voir avec toi, mais comment on peut parler de passion, comment on peut parler de famille, parce qu'on sait même pas que des gens peuvent se retrouver avec le plaisir de participer à ces événements. Alors, de quoi on parle d'ailleurs? Et puis, un mode de vie. Donc, mode de vie qui est un peu quand même assez très spécifique. Mais bah, tu vas nous raconter ça. Mais avant, j'y reviens quand même parce que on entend souvent, moi c'est vrai quand je t'ai rencontré il y a quelques paires de mois, je vais pas dire d'années encore parce que ça ferait le vieux quand même. Et 2016, il me semble. c'est ça. C'était moi pour l'époque de l'enduroman. Mais moi, c'est pas tant par le sport que j'avais été interpellé, qu'on s'était rencontrés. C'est plus sur ce côté entrepreneurial. Tu parlais d'investisseurs. Et pour le rappeler aussi, tu as sorti un bouquin là-dessus. Alors, bouquin, c'est péjoratif.
péjoratif, un livre qui c'est un best-seller même qui s'est très bien vendu sur l'univers de l'immobilier, comment investir et comment développer un patrimoine immobilier avec un SMIC, c'est ça si je me souviens bien de ce titre. Ouais, le titre du nom, c'est comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros, mon salaire de pompier. Voilà. Donc, allez, on va vite aller dans notre univers qui est le dépassement et l'ultra triathlon. Mais avant, tu peux nous faire un petit peu le parallèle entre, finalement, si t'en vois, toi, entre l'investissement, le volontariat en tant que pompier, ce que tu n'es plus au jour d'aujourd'hui parce que c'est un choix récent que tu as fait de pouvoir te consacrer à tes disciplines et au coaching. Mais est-ce que tu vois des points communs entre ton sport, cette famille, le volontariat entre pompiers et l'indépendance financière au travers de la gestion immobilière? S'il y en a un. Oui, si, si, il y a beaucoup de parallèles. Comme je le dis, pour moi, le sport et l'entrepreneuriat, c'est indissociable. J'avance avec les deux. C'est que je me suis cassé la gueule avec l'immobilier et j'ai remonté la pente dans l'immobilier bah, grâce au sport. Et dans le sport, quand je me casse la gueule, bah, je remonte grâce à toutes les remontadas que j'ai pu faire aussi dans l'immobilier. Donc en fait, je me suis cassé la gueule dans les deux domaines et j'ai appris et j'ai réussi à me relever à chaque fois. Donc, du coup, toutes les expériences que j'ai eues dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, bah, je m'en sers en sport et toutes les mêmes expériences que j'ai eues dans le sport, bah, je m'en sers ça m'aide dans l'immobilier à continuer d'avancer, à me relever parce que quand on pratique l'ultra-distance et quand on est entrepreneur, peu importe le niveau, que ce soit qu'on soit un petit entrepreneur ou un gros entrepreneur, on rencontre les mêmes galères. On les rencontre juste, elles sont pas à la même échelle, mais on rencontre les mêmes galères. Bah, ça nous permet de continuer d'avancer. Donc, si, il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de parallèles. Et par rapport aux pompiers, Mhm. alors c'est que je suis encore pompier volontaire jusqu'à la fin de l'année. C'est les pompiers de Paris où j'ai fait une carrière de D'accord. 2005 à 2016. Mhm. Bah, les pompiers de Paris m'ont permis de devenir entrepreneur. Ce que c'est grâce à mes revenus de pompier de Paris, 1 750 euros, alors qui sont pas forcément énormes, mais moi qui m'ont permis en tout cas de mettre en place tous mes rêves. Le fait d'avoir une situation professionnelle stable, chose que je n'avais pas avant les pompiers de Paris, et le fait d'avoir des revenus qui pour moi j'estimais corrects, hein, parce que je savais que derrière j'avais une énergie mais débordante et je savais Mhm. qu'avec 1 750 euros, j'allais pouvoir mettre en place beaucoup de projets dans l'immobilier. Et le fait d'être continuellement dans l'action, bah, vous apprenez à vous connaître beaucoup plus rapidement, vous tombez davantage de croyances limitantes. Et ces mêmes croyances limitantes que vous tombez bah, dans l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, bah, naturellement, c'est des ingrédients que vous allez prendre et que vous allez pouvoir vous servir aussi dans le sport. Enfin, tous les ingrédients que j'apprends au quotidien, je m'en sers un peu dans tout. Comme je le dis, ce que j'ai fait dans le sport, j'ai dupliqué exactement la même recette qui m'a réussi dans l'immobilier. J'ai juste pris les mêmes ingrédients que j'ai adaptés à une nouvelle Mhm. recette, mais j'ai réussi vraiment. J'aime bien comparer, moi, ma réussite à une recette de cuisine. Voilà, on a tous des ingrédients, on possède tous des ingrédients. Après, chacun les cuisine à sa manière, de manière différente, mais on a tous en soi des ingrédients. Et bah, faut sans cesse en fait améliorer la cuisine, nos recettes, aller chercher de nouveaux ingrédients. Et voilà. Euh, Tu pourrais nous en donner deux ou trois là par rapport à ce qui fait que tu arrives à toi à dépasser des limites qui pour le commun des mortels ou pour 99% des gens paraissent complètement ahurissantes. J'emploie le terme un peu fort, mais si tu avais un peu la base de ta recette, tu vois, quand on fait du gâteau, il y a la base, ça va être farine, sucre, pour ceux qui mettent du sucre, c'est pas mon cas, et puis un yaourt par exemple, je dis n'importe quoi. Ouais, ouais. Mais toi, tu mettrais quoi dans la base, tu vois? Ce qui ne fera absolument pas d'ailleurs que le gâteau est bon, mais il y a toujours un petit peu le pilier. Tu mets quoi, toi, dans tes recettes Alors, pour aller dépasser tes. l'ingrédient numéro un, et c'est vraiment Ouais. le numéro un au-dessus de tout, c'est la résilience. Uhum. Ça, Un peu comme dans les l'ingrédient, pompiers, ouais. Ouais, je trouve que ouais, ça. pompier, entrepreneuriat, sport, la Ouais. résilience. Voilà, toujours continuer d'avancer. Ça, c'est l'ingrédient qui vous fera avancer. Et la résilience, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. La résilience, c'est Mhm. pas si simple à avoir. Après, on parlera d'un ingrédient qui est très connu, mais pareil, les gens ont du mal à s'en servir ou à l'appréhender, cet ingrédient, c'est le mental.
Mhm. Voilà, tout le monde sait que le mental, c'est très important. Tout le monde sait, j'entends tout le monde dire que le mental, c'est 80% de la réussite, c'est 60% de la réussite, 70% de la réussite. Mais malgré ça, il y a encore trop de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le monde du sport, que ce soit niveau amateur ou professionnel, qui s'attachent, enfin, qui prennent le temps de s'intéresser au mental, au cerveau, de quelle manière on fonctionne, de quelle manière fonctionne l'être humain. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes bah, n'arrivent pas forcément à atteindre leur objectif, ou tout simplement, ils atteignent leur objectif, mais ils sont dans l'ignorance de pouvoir faire beaucoup plus grand, alors qu'ils auraient la capacité de faire des choses beaucoup plus grandes sans forcément faire plus de sacrifices. Donc, je dirais la résilience, le mental, la motivation, la passion, ça c'est la passion, la résilience mentale, passion. Il faut être passionné. Parce que pourquoi la passion, c'est quelque chose de très important? Parce que quoi qu'il arrive, vous allez connaître des échecs. Et si vous n'êtes pas suffisamment passionné, bah, vous n'arriverez tout simplement pas à vous relever. C'est uniquement du bon sens, alors que si vous êtes ultra passionné par ce que vous faites, déjà vous savez que vous allez à un moment donné vous vautrer, mais vous n'y attachez pas forcément d'importance parce que vous êtes tellement passionné que que vous savez, avant même de vous être vautré, vous savez que que vous allez déjà savoir comment vous relever de tout ça. Donc la passion, résilience, le mental, tout ça, c'est des ingrédients. C'est la Mhm. base d'une recette. Et après, on peut rajouter plein de choses, mais c'est vraiment la base à avoir. Ce matin, là, moi, j'étais sur Bomb Trailer en train de regarder en même temps, ce qui est rare parce qu'en général, quand je fais du sport, je fais mes deux choses en même temps, je regarde pas, j'écoute rien, enfin bref. Mais ce matin, je regardais sur Netflix le documentaire sur Stallone, où effectivement, on découvre, ou on redécouvre le personnage avec ce côté très déterminé. Il était convaincu qu'il allait de toute façon réussir, même s'il avait plus de thunes, même si personne croyait en lui, même si on lui disait que c'était un mauvais acteur et qu'il fallait qu'il soit réalisateur, ok, mais qu'il fasse confiance à quelqu'un. Il lâchait pas, il lâchait rien, il a jamais lâché. Il y avait la passion dans tout ça. Donc moi, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Stallone, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément en dehors du monde du sport. Et je suis un fan depuis tout gamin. C'est le personnage dans la vraie vie ou en tout cas celui dans les films m'a toujours aidé à retrouver cette résilience dont tu parles. Et parce que je pense pas être quelqu'un personnellement de costaud. Je pense être même quelqu'un d'assez fragile finalement sur le mental. Mais quand je voyais Stallone, moi je voyais un mec fragile et il réussissait quand même. Donc toi, moi ça m'inspirait inconsciemment. Et aujourd'hui, c'est très conscientisé tout ça. Donc je sais pourquoi je suis fan de ce personnage-là. Toi, Goulven, est-ce que tu t'es déjà posé la question ou est-ce qu'on t'a déjà posé? T'as une personne, tu vois, qui t'a particulièrement inspiré par rapport à ce triptyque que tu nous enseignes, là, de résilience, de côté persévérance dans le mental ou comprendre comment fonctionne le mental et le côté passionnel de ce qui t'attire, toi, dans ta discipline. T'as des personnes qui t'inspirent, une particulièrement? Une particulièrement, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question dans l'entrepreneuriat, C'est même dans vrai? le sport, savoir si j'avais pas un mentor. Mhm. J'ai pas forcément de mentor. Moi, je me nourris de tout le monde. Mhm. Du sportif de dimanche au médaillé olympique. En fait, je m'arrête pas sur une personne par rapport à son palmarès. Euh, faut qu'il y ait un feeling par rapport à l'histoire de la personne, par rapport à certaines choses. Et en fait, les dernières personnes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore dans le sport, ce sera plus des sportifs, mais qui seront méconnus du grand public. Mhm. C'est des sportifs que j'ai rencontrés dans l'ultra triathlon, et notamment en fait par rapport à leur âge. C'est vrai que dans l'ultra triathlon, j'ai rencontré des sportifs qui faisaient, bon, on va y revenir après, hein, qui faisaient des quintuples Ironman, des déca Ironman, des doubles déca Ironman, et qui avaient 50, 60, 70 ans. Je pense notamment à Guy Rossi, avec qui j'ai fait ma dernière course au Mexique en 2016. On était au départ ensemble d'un quintuple Ironman, donc 19 km de natation, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Et il a été finisher de cette course à 69 ans. Euh, Ça m'inspire. Ça m'inspire de me dire tout simplement bah, qu'à 70 ans, on peut encore faire de l'ultra-triathlon. Et moi, c'est important pour moi parce que c'est une discipline que j'espère faire encore à 70, même peut-être 75 ans. Voilà, si j'entretiens bien mon corps, si je fais attention à certaines choses.
Donc, ça va être des personnes comme ça. Dans l'entrepreneuriat, bon, je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes, mais la personne qui m'a inspiré, que j'adore, c'est Bernard Tapie. Voilà, pour moi, c'est un petit Jésus. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. On peut largement le critiquer, mais il y a des choses, voilà, il y a des choses. C'est le personnage que j'aime bien, parce que j'aime le foot, parce que j'aime Marseille, et tout ça. Mais voilà, ça va être la personne, en tout cas, qui, pas forcément qui m'a inspiré, mais voilà, qui m'a montré que c'était possible. Voilà, comme Hmm. beaucoup d'autres, voilà, toutes ces personnes qui ont pu me montrer que c'était possible, bah, je m'en inspire et en fait, mon état d'esprit est très binaire. Voilà, moi, chez moi, c'est un plus un égale 2. Si à 69 ans, j'ai vu une personne faire un quintuplé Ironman et de plus le terminer, mais je sais que c'est possible. Voilà, je Hmm. vais pas aller entre guillemets, me tortiller du cul pour savoir si j'en ai les capacités, si c'est faisable, si ceci, si cela. Non, mon esprit l'a vu, donc mon esprit va me répéter pendant toute ma vie. euh, Tu m'as montré ce mec-là qui est fini sur un quintuple à 69 ans. Donc, pourquoi toi, tu le fais pas alors que tu es passionné d'ultra triathlon? Donc, c'est Hmm. pour ça que je sais que j'ai envie de continuer dans l'ultra triathlon parce que mon esprit, je lui ai montré tellement d'images, il a vu tellement de choses et des histoires dans l'ultra triathlon pour en parler jusque demain. J'ai vu des athlètes, mais des histoires de fous. Donc c'est vraiment, tout le monde peut m'inspirer. C'est vraiment, mais généralement, c'est plus des personnes que je vais côtoyer. Voilà, que je vais vraiment Dans côtoyer la vraie vie, ouais. Hmm. dans la vraie vie. Alors après, ça peut être dans le foot. Je peux penser là, une image qui me vient, c'est Adil Rami. Adil Rami, footballeur très moyen. Mais Adil Rami, avant d'être footballeur, il travaillait pour la mairie, il nettoyait les graffitis des murs, il a côtoyé le monde de la Ligue 1, le monde professionnel, je crois, à 24 ans pour la première fois. Et en fait, il n'était même pas footballeur professionnel, qu'un jour, il a interpellé, c'était Raymond Domenech, je crois, à l'époque, il lui a dit, je serai en équipe de France plus tard, alors qu'il n'était Hmm. même pas joueur professionnel. Et le mec, en 2018, il est champion du monde avec l'équipe de France. Je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Moi, c'est les histoires un peu folles comme ça que j'adore et qui me rassurent en fait de me dire Mhm. il y a plus fou que moi. Voilà. Parce que moi, je sais Mhm. qu'on me prend souvent pour un fou et en fait, de voir qu'il y a des gens qui sont encore beaucoup plus fous que moi, bah, ça me rassure de me dire qu'en fait, moi, bah, je suis normal. Et c'est comme ça que j'arrive à continuer, que je prends plaisir à continuer. Hmm. On, on peut prendre certaines personnes pour des fous tant qu'ils sont dans une intention, quand ils expriment des choses et qu'ils n'ont pas fait la chose. Comment tu vis, toi, cette période où, en gros, alors je pense que tu te poses pas la question comme ça à l'époque, hein, mais il y a 10, 15 ans, enfin, dans cette période où tu découvres le sport, l'endurance, l'ultra, et tu te dis pourquoi pas moi et t'y vas. Et quand tu parles à ton entourage, et là, la question, elle est directement posée à tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, à 30 ans ou peu importe l'âge, comme tu dis, il n'y a pas d'âge pour démarrer et avoir de la folie finalement. Euh, mais comment réagissent les gens, tu vois, autour de toi à cette époque-là, en se disant, bah tiens, mais je vais faire un Ironman, ouais, mais tu sais pas nager, pour qui tu te prends. Je parle pas de ceux qui sont dans le triathlon, hein, pas les spécialistes, tu vois, ceux qui sont dans ton environnement à toi, qui te disent, il est fou, qu'est-ce qu'il est que mouche la pitié. Comment, toi, tu réagissais dans cette période-là, et puis après, on verra aujourd'hui, parce qu'effectivement, là, pour le coup, tu réalises des choses, et tu es complètement légitime, tu peux raconter, partager ton expérience, mais à l'époque, quand tu l'as pas encore, comment ça se passe à ce moment-là? Oh, c'est une très bonne question parce que j'ai tellement de choses à dire, que ce soit à la fois dans l'entrepreneuriat ou dans le sport. Dans l'entrepreneuriat, tu vois, par exemple, en fait, à partir du moment où moi j'estime être normal, de cocher la case normalité dans mon quotidien, j'ai pas de problème à en parler. Et en fait, dans l'immobilier, quand j'ai fait mes trois premiers investissements, donc j'ai d'abord fait un premier investissement, ma résidence principale, ensuite j'ai fait deux investissements locatifs, je devais avoir 24 ou 25 ans, et là ça a été une énorme fierté pour moi de me dire qu'à Mhm. 25-26 ans, j'avais déjà trois biens, donc ça j'en ai parlé à tout le monde, à mes amis, mes parents, j'en parlais à tout le monde parce que j'étais fier de moi à 25-26 ans d'être propriétaire de trois biens, et après en fait, 6 mois, un an après, j'ai racheté quatre biens d'un coup. Et en fait, là, il y a une barrière qui s'est mise de suite, Mhm. que je me suis créé moi-même, hein, où je me suis dit, j'en parle à personne. Parce que là, en Mhm. fait, je m'étais dit, Goulven, là, tu sors de la normalité. Et j'avais pris conscience de moi-même qu'en sortant de la normalité, j'allais me faire critiquer, ou on allait mal le voir, et on n'allait plus forcément voir ça comme une fierté. Enfin, en tout cas, moi, c'est une histoire que je m'étais racontée. Et en fait, mes amis, mes parents, donc j'en achète quatre d'un coup,
six mois à un an après, j'en rachète encore quatre cinq d'un coup. Et là, je sens que ça va beaucoup trop vite, que je m'éloigne de plus en plus du modèle que les gens ont envie de côtoyer, ont envie de voir. Mes parents, je crois que je mets 6 mois ou un an, comme à mes amis, avant de leur dire que j'ai fait 4 ou 6 achats supplémentaires. Et un jour, bah, je leur en parle quand même, parce qu'il faut quand même, j'ai envie de partager avec eux ce que je fais, malgré que c'est un peu dur, parce que je sais que je sors de cette normalité. Moi, je viens d'une famille des plus normales, hein, une famille médian. On n'a jamais roulé sur l'or, on n'a jamais non plus été dans la pauvreté, vraiment famille médian. On n'a jamais manqué de rien du tout. Mais je sais que là, je sors de cette normalité. Et mes parents, donc eux, ils avaient acheté leur résidence principale, mais ils n'avaient jamais fait d'investissement. Et quand je leur dis tout ça, on va dire que mes parents ont eu l'intelligence de rien me dire. Ils m'ont pas dit bravo. Ils m'ont pas dit c'est génial ce que tu fais, mais ils m'ont pas non plus dit Mhm. c'est pas bien ce que tu fais. À l'époque, j'avais contracté entre 500 000 et 1 million d'euros de crédit immobilier. J'avais ouais, 27, 28 ans. Ils m'ont dit OK. Ils m'ont rien dit, mais en voulant m'envoyer ce message, bah voilà, on te laisse faire, fais-le. De toute façon, tu es majeur, tu es vacciné, mais voilà, fais attention à toi, quoi. Fais attention à ce que tu fais. Et j'avais du mal à en parler autour de moi parce que voilà, les gens me prenaient pour un fou et compagnie. Et dans le sport, bah, ça a été la même chose. En fait, l'exemple le meilleur exemple que j'ai, c'est l'Ironman de Nice en 2011. Et là, je suis avec Rémi Pancréache. Il écoutera peut-être ce podcast, je lui ferai écouter. Un super pote. Donc, j'ai perdu un peu contact avec lui, mais il faut juste que je renoue contact avec lui. On était dans la même chambrée chez les pompiers de Paris. Et en fait, lui, il avait un niveau national en triathlon. Et un jour, on part sur intervention, tous les deux. Et là, tout excité, il m'annonce, tu sais pas, Goulven, dans 2 ans, je vais me préparer, je reprends un peu ces mots, je vais me préparer comme un enculé et je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et moi, en fait, j'étais déjà inscrit à l'Ironman de Nice la même année. Et je lui avais pas dit, parce que je savais qu'en annonçant ça, je sortais de la normalité. En plus, j'allais sur son terrain de jeu à lui et j'avais des Mhm. objectifs qui étaient plus grands que lui, alors que moi, j'avais jamais fait de triathlon. Et là, je me rappelle dans la camionnette, je lui dis, dans le camion, et je lui fais, tu sais quoi, Rémi, bah, je me suis inscrit à l'Ironman de Nice, je te l'ai pas dit, et moi, je le fais cette année. Et là, il m'a regardé. Il me fait, toi, l'Ironman de Nice, mais tu sais même pas nager, tu sais même pas ce que c'est de façon un Ironman. Bah, je lui fais, si, Rémi, voilà, je sais que je suis pas nager, que je sais pas nager, voilà, ça c'est pas la peine de me le rappeler, mais je sais que j'ai cette difficulté-là, mais c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo, il y a un marathon. Et la date, c'est le 26 juin 2011, et voilà, je le fais dès cette année. Et là, il commence à prendre conscience que je me suis réellement inscrit, il me fait, mais c'est n'importe quoi, mais tu n'y arriveras jamais. Et c'était une période encore où je venais où je finissais entre guillemets ma carrière amateur en sport de combat, parce que j'ai fait de la boxe thaï, full contact, Mhm. kickboxing et tout ça. Et en fait, tous les après-midi, on pouvait s'entraîner à la caserne et il y avait un sac de frappe. Et c'est vrai que moi, je suis pas très, à l'époque là, j'étais pas encore très vélo, très entraînement spécifique triathlon. Et je faisais beaucoup de sacs de frappe, un peu de renforcement musculaire. Enfin voilà, rien à voir avec des entraînements type de triathlon. Il me voyait tous les après-midi taper contre ce sac. Et il était là, il me regardait, il me fait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'Ironman de Nice, mais tu te trompes complètement. Et en fait, les semaines sont passées, les mois ont passé, et il a senti une détermination chez moi. Et en fait, il a eu l'intelligence de se dire, putain, ce couillon, il va le terminer, cet Ironman de Nice. Il est en train de prendre la bonne voie. Et en fait, il a eu cette intelligence de s'inspirer de ce que j'étais en train de mettre en place. Et en fait, bah, au lieu de faire l'Ironman de Nice 2 ans après, l'année suivante, il a directement fait l'Ambraman, qu'il a brillamment terminé. Mais voilà, pour l'anecdote, pour en revenir à ta question sur l'entrepreneuriat et le côté sport. En fait, moi, je suis quelqu'un de très réservé et j'aime pas forcément montrer ce que je fais, ceci, cela. J'ai un peu du mal avec tout ça. Et en fait, dire que j'excelle dans l'immobilier, dans les investissements immobiliers, en fait, sortir de cette case de la normalité, c'est pas toujours simple pour moi. Alors aujourd'hui, ça l'est, voilà, c'est quelque chose, je vais pas dire que c'était derrière moi, mais presque. Voilà, j'ai longtemps été accompagné du syndrome de l'imposteur.
Je Hmm. l'ai sans doute encore un peu aujourd'hui, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur me permettait pas de pouvoir m'exprimer dans l'immobilier comme je l'aurais souhaité, de pouvoir m'exprimer dans le sport comme je l'aurais souhaité, parce que j'avais des ambitions qui étaient beaucoup plus grandes que les sportifs dans leur discipline à eux. Et ça, indirectement, ça me posait à moi-même, ça me posait un problème, alors que ça aurait dû poser un problème à mes Hmm. interlocuteurs. Mais ce problème, ça me posait un problème à moi. Donc c'est pour ça que j'évitais d'en parler et j'étais pas forcément à l'aise quand on en parlait. Mais ça t'empêchait pas d'être dans l'action à côté, de mener ton bonhomme de chemin, d'écouter, de tester des choses. Et qu'est-ce qui fait que tu rebrousses pas chemin? J'entends moi qu'il y a la passion et puis toi aussi, comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu insouciant et j'y vais quand même. Et puis de toute façon, euh, voilà, ce serait une bonne expérience pour moi. Mais quand même, quoi, tu vois, il y en a tu disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément cette capacité à être résilient ou à dépasser les barrières mentales. Quel conseil tu pourrais pas donner, mais tu vois, ceux qui ont du mal, qui disent, ouais, tu vois, je suis un peu Bah, critiqué, j'aurais pas dû m'exposer, j'aurais pas dû dire, parce que maintenant, du coup, bah, c'est mort, quoi, j'y vais pas, quoi. En fait, moi, pour répondre à ta question peut-être sous une autre forme, moi, le capitaine Mhm. de ma vie, c'est moi-même. Et je Mhm. laisserai jamais personne me dire tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Ça, c'est inconcevable qu'une personne vienne me dire tu pourras pas le faire. Non, si une personne doit dire je ne pourrai pas le faire, c'est moi-même et personne d'autre. Et en fait, pour en revenir sur l'Ironman de Nice, j'avais tellement entendu ce mot, Ironman, Ironman, Ironman. Encore une fois, comme je te dis tout à l'heure, un plus un, ça fait 2 Mhm. chez moi. Mon esprit l'a entendu, le mot Ironman. Et à un moment donné, mon esprit, il sait que je me passionne pour l'ultra-distance. Alors, il sait pas forcément que je me passionne pour le triathlon, parce que c'est pas du tout le cas. Mais en fait, mon esprit, il assimile l'Ironman à de l'ultra-distance et non Mhm. forcément à un triathlon où le triathlon, il va y avoir natation, vélo, enfin notamment natation, vélo. Et vélo, j'ai pas de vélo de route. 4 mois avant l'Ironman de Nice, j'ai pas de vélo de route, parce que j'ai jamais fait de vélo de route. J'ouvre une parenthèse, la première fois que je suis monté sur mon vélo de route, c'était chez mes parents à côté de Perpignan, et je me revois encore le long du muret en train de m'entraîner à caler, à cliquer les chaussures, à les décliquer pour éviter de me casser la gueule à un feu rouge ou un stop. Et ça, c'était une appréhension de fou. Et là, on est à 4 mois avant le départ de l'Ironman de Nice, où Quatre moi, mois je avant. m'entraîne à déclipser, à apprendre à déclipser mes chaussures des pédales. Donc, pour te dire d'où je Mhm. pars. Mais c'est C'est voilà, c'est intéressant, je me permets de couper là parce qu'en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je l'avais, enfin, du moins dans la lecture, tu vois, je parle pour tous ceux qui disent, ah ouais, parce qu'en fait, je vivrais bien ces expériences de dépassement, ces expériences d'ultra, où tu vois, je sens qu'il y a un truc, ça me vibre à l'intérieur, mais d'un seul coup, si je me mets à penser raisonnablement à ce qu'est un Ironman, un triathlon avec le matériel, les trucs, les machins et tout, bon, bah en fait, non, quoi. Toi, ce que et ça n'a pas été un obstacle pour toi, tu vois, ces petits trucs-là, entre guillemets, c'est des petits machins, mais ça t'a pas empêché de voir ce qu'il y avait derrière en plus grand, c'est-à-dire bah, ton dépassement à toi et puis de pouvoir vivre ces aventures plus qu'être un triathlète ou le gars capable de pouvoir investir dans le bon matos ou les bons entraînements, faire les bons fractionnés, etc., etc. D'ailleurs, tu n'avais pas d'entraîneur de ce que je crois comprendre. non, j'en ai jamais Hmm. eu. Alors c'est pas par Hmm. j'ai rien contre les entraîneurs, au contraire, faut se faire accompagner quand on en a besoin. Je pense qu'on en a tous besoin, mais c'est plus par rapport à moi. Je suis quelqu'un de très borderline, de par les pompiers de Paris, de par l'entrepreneuriat, de par le sport, de par la vie familiale, et j'ai pas envie de me rajouter une contrainte, d'avoir une personne qui va me dire, faut que tu t'entraînes de telle heure à telle heure, tel jour, faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, je suis suffisamment assez grand pour me fixer des objectifs et savoir qu'en face de tel ou tel objectif, eh ben, il faut une quantité d'entraînement. Voilà. Alors, ce sera peut-être Hmm. pas forcément le, les meilleurs entraînements que je vais faire, mais moi, ce qui compte, voilà, c'est de m'entraîner, voilà, d'avoir une charge de travail suffisamment forte et intéressante qui va se rapprocher du triathlon, de la course à pied, du vélo. Donc voilà, après, je suis pas contre Hmm. être accompagné par quelqu'un, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, il y a mon quotidien qui a fait que c'était pas forcément possible. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Cyril, c'est vrai que derrière chaque compétition, comme tu l'as dit, il y a énormément de choses à mettre en place.
C'est vrai que comme je dis, dans l'ultra triathlon, quand on est sur la ligne de départ et qu'on part pour un DK Ironman, on va revenir sur la distance après, mais c'est un soulagement. Le plus Mm. dur, c'est tout ce qui se fait en amont. Le plus dur, faut gérer la vie familiale, c'est-à-dire être absent pendant 1 à 2 semaines, quand c'est pas 3 semaines, gérer les finances, les inscriptions, gérer la logistique, gérer le déplacement. Parfois, je fais des déplacements de 4 000 km aller-retour en voiture. Enfin, il y a un écosystème à gérer à côté et qui est épuisant. Et en fait, moi, ça m'épuise beaucoup plus que la compétition Mm. en elle-même. Quand je suis au départ d'une compétition, ça y est, tout ça a été fait. Et c'est vraiment un soulagement maintenant. Voilà, je sais ce que j'ai à faire. C'est juste, entre guillemets, nager, faire du vélo et courir. Mais il n'y a plus se dire, faut que j'appelle, faut que je réserve tel billet d'avion. L'avion, il a eu du retard, faut que je récupère mes valises. Enfin, c'est le nombre d'avions que j'ai ratés, de valises perdues, de location de voiture. Il y a beaucoup de courses qui se font à l'étranger. Moi, je parle pas un mot anglais. Donc, à chaque fois, je me déplace. Il y a un peu une boule au ventre. Parce que pour se faire comprendre, malgré toutes les applications qu'il peut y avoir, c'est pas toujours simple. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me rappelle en 2011, ma première grosse expérience en triathlon à Nice. J'y vais, mais j'ai mal au ventre comme jamais j'ai eu mal au ventre. Je me déplace enfin, mes parents me rejoignent 24 heures après parce qu'ils n'avaient pas pu partir en même temps que moi. Moi, je me déplace avec mon vélo dans une sacoche par le train, avec mon gros sac à dos sur le dos. Je dois avoir au moins, je sais pas, peut-être 30 ou 40 kilos de bagages. Il y a personne pour m'aider à les porter de la gare. Je vais directement retirer mon dossard. Quand j'arrive pour retirer mon dossard, je me rappellerai toute ma vie de cette anecdote. C'était une femme qui était là et donc qui me donne tous les dossards, qui me donne des dossards, des sacs, en veux-tu, en voilà. Et là, je la regarde, je fais, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer par rapport aux sacs que vous me donnez, les dossards, tout ça? Elle me regarde et me fait, mais vous inquiétez pas, c'est comme pour un triathlon. Et là, je la regarde, je fais, mais j'ai jamais fait de triathlon, moi. Et là, il y a un blanc, elle me regarde, elle me fait, ah ouais. Bon, je vais tout vous expliquer alors. Et je suis pas bien, je suis pas bien, mais des anecdotes sur cette première course. La combinaison de natation, c'est mon pote Rémi qui m'avait vendu la sienne 1 semaine avant la compétition, et j'avais jamais nagé de ma vie avec une combinaison de natation. Et en fait, pour la petite anecdote, comme moi je suis quelqu'un de très réservé, et pour moi, en fait, je me suis déplacé à Nice avec sur mon front, il y avait marqué imposteur. Voilà, je sais, voilà, et j'arrivais pas à m'en défaire. Et en fait, quand je me suis inscrit, on avait un bracelet rouge de mémoire. Et moi, c'est vrai que j'aime bien aller dans les fast-food, dans les McDo et tout, manger mon petit burger et compagnie. Et ce bracelet rouge, ben, je l'avais caché sous un t-shirt. Parce que pour moi, être Ironman, c'est pas compatible avec fast-food. Donc j'avais honte de rentrer dans le McDo alors qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient là avec le bracelet rouge. Moi, ça me choquait pas. Mais moi, en fait, ça me choquait que les gens sachent que je vais faire un Ironman et que je mange un burger. Je m'étais fait plein de films comme ça, je m'étais raconté plein d'histoires, et la plus belle histoire que je me suis racontée, c'était cette combinaison de natation où je suis à l'hôtel, je mets la combinaison de natation par-dessus, je mets un survêtement, et là je me dis, faut que j'aille nager avec la combinaison de natation pour connaître les sensations. Il va y avoir, je pense, une sensation d'oppressement, je vais être oppressé et compagnie, mais il faut que je sache avant la compétition que j'analyse certaines choses. Et en fait, je cherchais un petit bout de plage pour que personne me voie. Parce qu'encore une fois, je ne savais pas nager le crawl, je nageais que la brasse. Mais pour moi, je m'étais raconté une histoire qu'en combinaison de natation, on ne peut pas nager la brasse. C'est pas cohérent. On est en combinaison de natation, ça veut dire qu'on a un grand niveau en natation et qu'on nage bien le crawl. Donc je cherchais un petit bout de crique. Et en fait, ce jour-là, il faisait tellement chaud que les plages étaient bondées. Et au bout de 45 minutes à faire des allers-retours dans tous les sens, je suis rentré à l'hôtel en sudation, en transpiration, et j'ai jamais pu nager et j'ai jamais pu tester cette combinaison de natation qu'au final, j'ai découvert le lendemain, le jour J de la compétition. Donc c'était du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est cette casquette d'imposteur que j'avais en 2011 et que j'ai gardé quelques années. Mais après, à force d'enchaîner les compétitions, de toujours avancer, bah, il y a plein de croyances limitantes que j'ai tombées, notamment à Nice. Je pense que c'est la compétition qui m'a permis de tomber le plus de croyances limitantes. Mhm. D'ailleurs, pour moi, entre les titres mondiaux que j'ai eu en ultra triathlon et être finisher de l'Ironman de Nice. Moi, mon plus beau souvenir en sport, c'est être finisher de l'Ironman de Nice. Il n'y a pas d'équivalent. Dans tout ce que j'ai pu faire dans le sport, il y a pas eu d'équivalent, et je pense qu'il n'y aura jamais d'équivalent parce qu'en fait, la marche était tellement haute.
de partir de zéro. Enfin, comme je le dis, j'ai même pas eu cette chance de partir de zéro. Pour moi, je suis parti de bien plus bas que zéro et d'être finisher. Waouh, quand je revois ma photo sur la ligne d'arrivée, ça se voit que sur mon visage, waouh, c'est un truc de magique qui s'est passé et je pensais pas qu'il y aurait une suite parce que je finis cette course, je suis à deux doigts de faire un malaise vagal, enfin, je suis pas bien, j'ai tout donné et pour moi, j'ai atteint mes limites. Pour moi, dans le sport, il n'y a pas autre chose de plus grand. Je viens de le réaliser et ça en fait aujourd'hui mon plus beau souvenir dans le sport. Et pour autant, on va rentrer maintenant dans le sujet. Je parle quand même au seul homme sur Terre. C'est juste une réalité hein, que je suis en train d'évoquer. Le seul homme sur Terre qui, enfin du moins le premier, celui qui s'enquille 20 Ironman, 30, 20, 30, 20, c'est l'année prochaine. c'est l'année prochaine. Hein. Donc 20 Ironman, c'est une compétition officielle, internationale. Et tu gagnes cette épreuve-là. En gros, il y a un maillot, hein. Enfin, je crois même que tu pourrais porter les couleurs du maillot de champion du monde. Il n'y a pas un mec, une fille non plus, hein, d'ailleurs, parce que les femmes sont fortes aussi sur ces formats de course, hein, elles ont une grande endurance. Mais il y a pas quelqu'un de plus fort que toi sur l'enchaînement de 20 Ironman. Alors, tu vas nous expliquer, hein, parce qu'il y a les enchaînements d'Ironman, puis car après, là pour le coup, c'est pas ça hein, que tu as fait, c'est 20 nattes, 20 vélos, 20 courses à pied. Donc, tu vas nous expliquer un peu ça, mais avant d'expliquer plus en détail ce que sont ces ultra triathlons, entre ce que tu nous évoquais tout à l'heure, où je découvre, je suis un peu l'imposteur, mais sans prétention, sans vouloir faire de gêne à personne, parce que c'est ton truc, quoi. T'as envie de vivre ça, enfin en tout cas de goûter à ça. Aujourd'hui, 12 ans après, il n'y a pas un mec qui est plus fort que toi sur ces formats de course. Comment tu sens ça? Comment tu vis ça au quotidien? Et j'ai envie de te poser une deuxième question là-dedans, c'est comment tu arrives à garder cette passion et cet enthousiasme pour y repartir, quoi. Alors, sur le double deck Ironman, on est moins de 20 athlètes dans le monde à avoir terminé cette compétition. Ah mais c'est C'est une énorme. Et compétition, c'est celle que j'ai remportée, c'était en Suisse. C'était la première compétition hmm. en Europe. Et on a vu quatre autres dans le passé, depuis 90, mais au Mexique. Au Mexique. Et en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière, donc juste l'ultra triathlon, comment c'est arrivé? C'est que bon, un jour, il y a une personne qui m'a parlé d'un double Ironman. Et voilà, comme je te l'ai dit, un plus un, ça fait deux. Mon esprit, il a entendu double Ironman. Donc, mon esprit, maintenant, il me dit, bah, j'ai entendu double Ironman, donc tu vas y aller. Donc, je retourne Internet dans tous les sens. Et à aucun moment, je trouve un double Ironman. Et à force de chercher, je tombe sur un triple Ironman. Et là, je me fais Hmm. merde. Là, je me dis merde. Triple, double, ok, mais là, triple. Je viens tout juste d'apprendre à nager le crawl, le triple, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo, 126 km de course à pied. Bon, la discipline, elle est bien gentille, mais les distances, ils sont bien gentils. Mais là, j'ai ce côté parfois raisonnable, très rarement, mais qui me dit c'est de la marche et des trop haute. Sauf que ce couillon d'esprit, mon esprit, lui, il a vu les Hmm. distances. Il a vu que C'est ça existait. Il a vu qu'il y avait un site officiel, Internet, en Allemagne. On pouvait s'inscrire. En plus, ça existait depuis 90, je crois, cette ouais, compétition. c'est la référence, c'est la mecque l'Enzam, c'est la mecque, quoi. C'est le Oui, rendez-vous de voilà, tous les passionnés. Ouais. c'est la plus vieille. Bah, ils ont fêté leur Ouais. 30e anniversaire Ah, cette année. hmm. Donc mon esprit, lui, il a vu ça. Mon esprit, il a fait, bah non, ça existe depuis 30 ans, enfin depuis 20 ans, donc bah, faut y aller, c'est ce que tu recherches, Woodven, non? Il me fait. Je fais, ouais, mais attends, la marche, elle est haute quand même. Et ouais, bah vas-y. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, en fait, quand je disais que le capitaine de ma vie, c'était moi, et en Mhm. fait, quand je fais une compétition, même si elle est beaucoup plus grande par rapport à mes qualités athlétiques, si je me vautre, j'ai envie de voir à quel moment je me suis vautré et pourquoi je me suis vautré. Et en fait, j'ai pas envie Mhm. que ce soit la société qui me dise tu vas pas y aller, parce que la société, en fait, au final, elle va rien m'apporter. La société, elle va faire que je vais pas y aller, mais la société, elle m'aura pas dit à quel moment j'ai été échec, pourquoi. Alors que si j'y vais et que je suis échec, au moins, ça va me permettre de recommencer cette compétition plus intelligemment. Donc ça, c'est très important. Et du coup, je cogite. En fait, pour la petite histoire, on est en 2000, on est en 2013, 2012 ou 2013. Je suis à la caserne des pompiers de plaisir où je suis pompier volontaire. Et là, j'ai envie de prendre mes responsabilités et de m'inscrire à cette compétition. Et, euh, et, euh, et je m'inscris, tout ça, et enfin, je veux m'inscrire, et au moment de payer, je vois la somme qui est conséquente, et j'hésite, et j'ai mon bip d'intervention qui sonne, et je ferme la fenêtre, j'éteins tout, je pars sur intervention, et ça sort de mon esprit. Et peut-être 6 mois après, à mon esprit,
comme je côtoie beaucoup de monde, de l'Ironman, de l'ultra-trail encore, naturellement, ça revient, mon esprit, il me le rappelle à l'ordre, il me rappelle à l'ordre. Et cette fois-ci, je connais toutes les. J'ai plus d'excuses parce que je connais le tarif, je connais tout en fait. Et je vais prendre mes responsabilités, je vais m'inscrire pour 2014. Et c'est comme ça que l'aventure de l'ultra triathlon a commencé. En fait, en 2014, quand je fais mon premier triple Ironman, je suis exactement dans le même état d'esprit qu'en 2011, 3 ans avant, quand je fais mon premier Ironman de Nice. Là, j'y vais, j'ai la boule au ventre. Le président de la Fédération internationale ultra triathlon à cette époque-là, c'est un Français. Donc, il n'y a pas beaucoup de Français qui font ces disciplines-là. Donc, il me regarde, pendant toute la compétition, il me ziote. Et en fait, j'ai pas envie de passer pour un peintre, j'ai envie de venir présenter la France. Et en fait, au moment de la visite médicale, avant même la course, il y avait un autre Français, Xavier Manoury, qui était là, et qui me tape dans le dos. Il me fait: «Ah, c'est toi le deuxième Français?» Je fais ouais, tout timidement. En plus, Xavier Manoury, tatoué de partout, enfin, un monstre. Et moi, j'étais tout penaud, tout timide. Je fais oui, il me fait: «Bienvenue au championnat du monde d'ultra triathlon.» Je fais: «Mais quel championnat du monde?» Moi, je me suis inscrit à une course. Il me fait: «Oh, mais ça fait partie du circuit mondial d'ultra triathlon.» Ah, mais ce que je fais, il y a un circuit mondial en plus. En fait, il existe plusieurs courses. Il me fait: «Bah ouais, moi, dans 2 semaines, je pars en Slovénie faire un double Ironman.» Ah, ok, d'accord, waouh. Et je fais: «Mais on va où?» Tout ça. Donc, il me donne le site internet, iutasport.com. Donc là, je vois qu'il y a vraiment un championnat du monde ultra triathlon avec des doubles, des triples, des quintuples, des DK Ironman. Je fais: «Mais c'est un truc de ouf quand même ça.» Et en fait, donc je suis finisher en 50 heures. Ouais, je suis pareil, c'est une joie, mais qui est immense. Et, euh, et en fait, quand je rentre chez moi, donc voilà, il y a tout qui redescend, toute l'adrénaline qui redescend et tout. Et en fait, je me dis: «Mais ce sport, il est à moi, ce sport. Ce sport, il est pour moi, ce Qu'est-ce qui te sport.» fait dire que c'est. J'y reviens toujours à ces questions, mais tu vois, l'intuition, je le ressens, etc. Mais Ouais, c'est compliqué, tu vois, de comprendre. On ne peut pas comprendre. Mais pour ceux qui écoutent, qui disent: mais merde, comment il sait qu'il est fait pour ça? Comment il est fait que ce truc est fait pour lui? Tu vois, c'est comme un musicien, il va faire de la guitare. Comment on sait que la guitare, c'est fait c'est pour comme un coup de moi? foudre, c'est comme un coup de Ah foudre ouais. dans un couple. Ouais, c'est un coup de foudre. Il y a des choses qui s'expliquent Ah pas ouais. forcément. C'est le cœur qui parle. C'est vraiment une histoire d'amour. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours recherché à la fois la très longue distance, mais avec de la performance. Et je Hmm. pensais avoir trouvé ça en trail, sauf que les longues distances m'allaient très bien, mais j'ai pas pu, on va dire, continuer, peut-être entre guillemets, sans prétention, de réaliser mon art. Parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement de barrières dans l'ultra trail avec les points, avec les tirages au sort, tout ça, Hmm. que j'arrivais pas à planifier un. On sent bien que t'aimes, enfin, entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur d'ailleurs. C'est un feedback que je me permets de faire. T'aimes pas les barrières, t'aimes pas les obstacles, t'aimes pas les contraintes, t'aimes pas les dictats. Et c'est tout à ton honneur parce que du coup, tu sais ce que tu veux. C'est la liberté, l'aspiration personnelle, pouvoir aller t'exprimer pleinement. Donc, c'est là, tu sens que dans le triathlon, enfin, l'ultra triathlon en tout cas, même quand même malgré tout, il y a des contraintes. J'imagine qu'il y a un règlement. Tu sens que cet espace de liberté, il peut s'exprimer sur ce terrain de jeu-là, quoi. Ouais, ce que je comprends rapidement dans l'ultra triathlon, c'est que ça coûte très cher l'ultra triathlon. Comme on Ah dit, oui, c'est un sport, oui. c'est un sport de cadre. Et d'un Mhm. côté, ça a de gros inconvénients. Mais d'un autre côté, ces inconvénients, moi, j'ai réussi à les transformer en avantages en me disant que c'est une compétition que je pourrais faire à vita aeternam, entre guillemets, si j'arrive à trouver les finances. Parce que voilà, je me suis mis aussi en difficulté financière pour pouvoir exercer cette profession, surtout les premières années où je Mhm. jonglais entre pompiers de Paris, les investissements immobiliers. J'avais pas encore de société pour me financer tout ça. Donc c'était très compliqué financièrement. Il y a des choses que j'ai eu énormément de mal à digérer et à encaisser. Mais bon, voilà, à côté, le plaisir de l'ultra triathlon on va dire, a effacé tout ça. Mais voilà, d'un autre côté, le fait que ça coûte cher, il y a moins de personnes. Le fait que ce soit des compétitions qui durent 4, 5, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a aussi une certaine sélection qui se fait naturelle. Donc je me suis dit, en fait, moi, tout ça, j'ai vu ça comme des avantages. Et je me Mhm. suis dit, si d'un côté, toutes mes vacances passent dans l'ultra triathlon, et pour moi, c'était pas une problématique, parce que pour moi, l'ultra triathlon était devenu une priorité. Les finances, toutes mes finances allaient passer dans l'ultra triathlon, ça c'était devenu aussi une priorité, et ça me posait pas de problème.
Du coup, je me suis dit, ça va me permettre voilà, de faire toutes ces compétitions. Et si à côté de ça, j'arrive à performer comme athlète, peut-être que j'ai une carte à jouer dans ce sport-là, sans forcément savoir le niveau que je pourrais atteindre. Parce que la première course, le triple, je le finis en 50 heures. Je dois finir 20 ou 25e sur 50 participants. Donc moi, je suis super content. Pour moi, c'est une victoire de fou. Mais quand je rentre chez moi, l'objectif, c'est en 2015, j'ai envie de savoir ce que je vaux. Voilà. Et le Hmm. meilleur moyen de savoir ce que je vaux, c'est faire une saison complète. Déjà, Hmm. savoir si physiquement parlant, mon corps va être capable d'encaisser une saison complète. C'est quelque chose que j'ignore. Moi, c'était tous les ans, je faisais soit un ou deux Ironman par an et un ou deux ultras par an. Là, on parle de faire 6-7 compétitions, de faire l'équivalent de 25 à 30 distances Ironman dans l'année. Donc là, je passe du simple au x10, au x20 par rapport à ce que j'étais capable de faire. Donc, mais ça me fait pas peur. Voilà, je sens que je vais réussir et que ça va bien se passer. Et en 2015, voilà, j'essaie de trouver les finances pour pouvoir le faire. Je me rapproche de sponsors, je me prends une casquette monstrueuse par tout le monde. À la fois, je suis pas très doué pour ça, mais j'ai jamais réussi à me faire sponsoriser, accompagner ou quoi que ce soit. Donc, toutes les finances, je finance tout avec mes propres deniers. Et en 2015, je fais une saison complète et je finis premier français et sixième mondial. Et là, je commence vraiment à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en 2016, l'objectif, il est clair, avant même d'avoir commencé la saison, c'est de finir vainqueur de cette Coupe du Monde ultra triathlon. En gommant toutes les imperfections que j'ai fait en 2015, voilà, le fait d'avoir fait une saison complète, ça m'a permis aussi de voir tout ce qui n'allait pas, niveau logistique, niveau entraînement, niveau nutrition. J'essaye de gommer tout ce que je peux gommer pour mettre toutes les chances de mon côté pour aller chercher ce titre mondial en 2016. Et tu le ramènes. Et je le ramène, et je le ramène. Alors que je commence la compétition, mes deux premières compétitions, en Autriche et États-Unis, je finis dernier des arrivants. Donc c'est catastrophique, mais je me rappelle très bien, après l'Autriche, je finis dernier et à aucun moment je me dis on va avoir les objectifs. Non, les objectifs, c'est d'être premier et Hmm. je serai premier. Alors il y a beaucoup d'insouciance, de naïveté, et beaucoup de chance. Je le dis dans le sport comme dans la vie en règle générale, on peut être le meilleur, on peut avoir le meilleur plan d'action, on peut avoir les meilleurs entraîneurs. Malheureusement, il y a cette foutue chance qui fera que vous arriverez à vos objectifs ou non. C'est vrai que la chance, on en parle très rarement, mais elle a une part importante dans la réussite de chacun. On l'a encore vu avec la Coupe du Monde de rugby, où Mhm. on n'avait pas à rougir des autres adversaires, mais il nous a manqué cette chance que l'Afrique du Sud a eue à tous ses matchs. Mais voilà, cette part de chance, elle est très importante et j'ai sûrement eu voilà, de la chance déjà de ne pas me blesser, Mhm. la chance de pouvoir financer aussi mes projets, la chance de plein de choses. Mais ça m'a permis d'avoir le titre mondial sur les deux dernières courses les plus prestigieuses, un quintuple Ironman et un double DK Ironman, où c'était en format un par jour. Donc la dernière course était en Suisse, c'était un Ironman par jour pendant 20 jours. Donc tous les jours, un Ironman pendant 20 jours. Et je fais un podium et c'est une course qui a rapporté beaucoup de points. Et avec le cumul des points de mes précédentes compétitions, j'obtiens le plus de points et j'ai ce premier titre mondial en 2016. 2016, t'es champion mondial de DK, pardon, d'ultra D'ultra triathlon. triathlon. Hein. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Parce qu'en 2013, c'est la découverte, comme tu disais, par ton 14 à l'ENSAM. Lenzan, ouais. 2 ans après, t'as le titre. Tu sais, alors, je découvre, je suis imposteur entre guillemets, enfin inconsciemment, mais bon, je peux le faire. Bah, là, pour le coup, tu le fais. C'est c'est quoi le ressenti? C'est quand même. T'es le seul. Je reformule, tu vois, comme je disais tout à l'heure, t'es le seul mec au monde. En tout cas, t'es le premier, t'es le number one. T'es pas dans un sport reconnu professionnel parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, hein, faut se le financer et il n'y a pas de sponsor, on n'est pas payé pour ça. C'est une fédération, mais qui a peu de moyens, voire pas du tout de moyens. Euh, T'es le numéro un, il y en a pas un qui te devance dans cette discipline. Alors que 2 ans avant, ou 3 ans avant, pardon, à peu près, tu vois, c'était une découverte, tu vois. Enfin, mentalement parlant, c'est peut-être un sentiment de bonheur à notre santé, mais comment tu vis cette période-là après J'aimerais bien comprendre un peu ce processus. Moi, tu parlais de mental tout à l'heure, justement. Ouais, après, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'en 2016, tu vois, par rapport aux souvenirs que j'ai eus, il y a eu. En fait, je m'étais tellement conditionné à avoir ce titre mondial
Hmm. qu'il y a eu, je vais pas dire qu'il y a eu aucun plaisir. C'était un soulagement de me dire que, surtout par rapport aux problèmes financiers que j'ai rencontrés à cette période-là, de me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien. Hmm. C'est surtout ça, le premier sentiment que j'ai eu, de me dire que je l'ai fait, de me dire que je suis le numéro un aussi. Putain, quelle fierté. Mais à ce Hmm. moment-là, j'ai encore cette casquette d'imposteur. Et pour moi, c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler parce que les gens savent que je viens de nulle part, que le triathlon, c'est même pas mon sport à la base. Moi, c'est plus le foot, le sport de combat. Et dire que je suis vainqueur de la Coupe du Monde, c'est, là, j'éclate toutes les barrières, en fait. J'éclate toutes les croyances limitantes, j'éclate tout, mais c'est trop, en fait. En fait, ce que je Hmm. fais, c'est beaucoup trop, et pour moi, j'ai vraiment du mal à en parler. Alors, j'en parle, je suis fier, mais j'en fais pas plus que ça. J'en fais pas plus que ça. Euh, Parce qu'en fait, mon état d'esprit, j'essaye de répondre en même temps à ta question, c'est que ce que je prends vite conscience en fait que pour être le numéro un, peu importe le sport, hein, mais c'est vrai que l'ultra triathlon s'y prête quand même beaucoup plus, c'est qu'il ne suffit pas d'être le meilleur athlétiquement parlant. Voilà, pour revenir Hmm. à ce que j'ai dit tout de suite, c'est qu'en fait, Hmm. pour être le meilleur en ultra triathlon, il faut être moyen ou bon athlétiquement parlant, mais il faut être aussi moyen ou bon financièrement parlant. Il faut être moyen ou bon niveau disponibilité du temps. En fait, au-delà des trois disciplines qui sont la natation, la course à pied et le vélo, en amont, il y a trois disciplines, c'est l'entraînement, les finances et le temps. Et en fait, un titre mondial en ultra triathlon se joue ici. Et moi, je savais que j'étais prêt à faire ces sacrifices-là. Voilà, je savais que j'étais prêt à me saigner financièrement. Je savais que j'étais prêt à me saigner au niveau des vacances. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait 2 semaines de trou chez les pompiers de Paris, parce qu'à cette époque-là, je suis pompier de Paris. Et en fait, en 2016, j'ai plus assez de vacances. Non, c'est en 2015. En 2015, j'ai plus assez de vacances pour partir lors de la dernière course au Mexique. Alors, le Mexique, je sais que si j'ai un bon résultat et qu'il y a un alignement des planètes, que ceux qui sont devant moi n'y vont pas ou finissent pas la course, j'ai une petite chance d'être sur le podium. Et pour ma première saison ultra triathlon, finir sur un podium, c'est juste magnifique. Mais au-delà de ça, on finit la saison par un DK Ironman. Et moi, j'ai jamais fait de DK Ironman. Donc là, c'est en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et moi, j'ai envie de voir si je suis capable de faire ça. J'ai envie de connaître cette épreuve, de dire, je l'ai faite, cette épreuve. Je l'ai réussi ou pas, je m'en fous, mais je l'ai faite, je me suis déplacé, j'y étais. J'ai envie de le faire, de faire cette épreuve-là. Et en fait, j'ai pas assez de jours de vacances. Et en fait, je fais un compte-rendu à la caserne pour prendre il me manque 3-4 jours de vacances, il manque pas Hmm. grand-chose. Et je fais un compte-rendu pour avoir ces 3-4 jours qu'on me les prenne sur 2016 et qu'on me les alloue pour 2015. Chose qui est possible. Mais en fait, voilà, ils en ont tellement marre à la caserne de Goulven. Goulven et ses investissements immobiliers, Goulven et son livre qui vient de sortir, Goulven maintenant les championnats du monde ultra triathlon. Goulven c'est trop. Voilà, Goulven c'est trop. Et Goulven, bah, il est un petit peu de moins en moins investi dans les pompiers de Paris. Donc voilà, après, Hmm. je donne pas, je leur donne pas tort non plus, hein, mais ils refusent. Et moi, voilà, je suis déjà au Mexique. Donc, je pars quand même au Mexique et en fait, je suis déclaré déserteur. Donc, c'est la gendarmerie chez mes parents, c'est la gendarmerie qui vient chez moi. Ouais, c'est monté très, très loin. Et quand je reviens en France, bah voilà, c'est rendez-vous dans le bureau du capitaine dès le premier jour, c'est tenue de sortie, champéré à l'état-major devant le colonel. Et là, à effet immédiat, bon, je me suis pris un savon comme jamais je me suis pris un savon. Et effet immédiat, 20 jours de trou. Donc, c'est 20 jours retour à la caserne pendant 20 jours, interdiction de sortir de la caserne. Fallait que je pointe pendant la nuit à 2 heures du matin, signature comme quoi j'étais bien là. Enfin, c'était un peu à l'ancienne. Bon, après, c'est le régiment des pompiers de Paris, hein, et c'est une belle institution, et je suis pas là en train de cracher dessus, et c'est très bien ce qu'ils font. Mais voilà, j'ai eu énormément de galères, ça m'a causé énormément de soucis de l'ultra triathlon. Mais à côté de ça, voilà, quand je vois tout ce que j'ai réussi à faire, c'est une fierté qui est incommensurable. C'est génial tout ce que j'ai vécu.
Et voilà, tout ça, c'est la passion, mais c'est surtout le fait de se dire, d'avoir visualisé. euh, ça fait partie aussi des ingrédients que j'ai pas cités tout à l'heure, résilience, passion, la visualisation. Moi, la visualisation, indirectement, j'en fais peut-être 1 à 2 heures par jour. J'adore ça, visualiser. Ce que visualiser, c'est rêver. Rêver, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'a pas de barrière dans un rêve. Après, la transformer un rêve en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, voilà, ça demande du travail. Mais, euh, mais voilà comment j'essaye d'arriver à avancer dans l'ultra-triathlon. Bah, t'es plutôt bien réussi. Le- tu t'obtiens ce titre de champion du monde. Entre-temps, ta vie s'est peut-être construite un peu sur de nouvelles bases, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu étais papa, père de famille, que tu étais peut-être un peu. Oh, j'entendais, allez, tu l'as pas dit, mais moi j'ai entendu un peu plus de stabilité, peut-être pour te permettre de refinancer de nouvelles saisons, ce qui a été le cas donc celle passée, puisque tu as. Après ton titre, donc là tu as remis en jeu un peu quelque part ce titre cette année ou tu veux le remettre en titre. Comment ça se passe d'année en année? Et la question derrière, j'ai toujours une question derrière, mais comment tu arrives à te motiver à repartir, même si il y a de la visualisation, tu as obtenu ce titre-là, comment tu te remotives là-dessus, même s'il y a de la passion, ok, d'accord en principe, mais quand on sait la difficulté que tu nous évoques, la passion, à un moment donné, elle peut être aussi un petit peu chatouillée. Donc cette stabilité, cette envie de repartir, comment ça se passe pour toi? Ouais, alors ça se passe super bien maintenant parce que, comme tu l'as dit, j'ai trouvé un équilibre de vie qui est pas encore au niveau de la perfection parce que, voilà, financièrement, il y a les sociétés, les investissements, il y a encore des hauts, des bas, mais voilà, on travaille dur avec ma femme pour tout bien stabiliser. Mais je reviens juste un petit peu en arrière avant de répondre à ta question. C'est qu'après le Hmm. titre mondial en 2016, Mhm. c'est le chaos. Mais c'est vraiment, je te dis, un chaos comme jamais j'en ai eu dans ma vie. C'est-à-dire que les cinq années qui suivent, j'arrête le sport. Mais quand je te Mhm. dis que j'arrête le sport, il n'y a pas un footing le dimanche. Le vélo, il va dans le grenier, je le ressors 5 ans après. Je passe de 76 kilos à 98 kilos. J'ai tout arrêté. Voilà, parce que j'ai dû, en fait, les créations de mes sociétés, l'investissement immobilier m'a pris tellement d'énergie que j'avais plus d'énergie à mettre dans le sport. J'ai jamais été accompagné par une entité dans le sport, pas de sponsoring. J'avais personne sur qui m'appuyer et j'avais plus les moyens de. Parce qu'une saison en ultra triathlon, si on veut faire une saison complète, c'est à peu près 25 000 € une saison. Et je ne pouvais plus me permettre de mettre 25 000 € dans une saison. J'avais tout donné pour 2016. Parce qu'en fait, je savais, avant même d'avoir mon titre mondial en 2016, je savais déjà au début de la saison qu'il n'y aurait pas de 2017 et 2018. Je le savais déjà. Je savais que j'étais arrivé au bout du bout. J'ai été jusqu'à mon dernier centime presque pour financer cette saison de 2016. Et il fallait à tout prix que j'ai ce titre mondial. J'étais prêt à mourir pour l'avoir. Voilà, vraiment pour Mhm. parler au premier degré. Et après 2016, il n'y a plus rien. Voilà, c'est l'entrepreneuriat avec des hauts, des bas, c'est des problèmes financiers, des problèmes dans le couple avec mon ex-conjointe. C'est beaucoup de problèmes qui s'enchaînent. La fin avec les pompiers de Paris, enfin, c'est le chaos. Et voilà, et avec ma nouvelle compagne, donc il y a eu un mariage, il y a eu un premier enfant, il y a un deuxième enfant qui va arriver. Donc beaucoup de stabilité depuis maintenant 2019. J'ai commencé à retrouver une stabilité, on va dire, en 2020. Mhm. Et en fait, naturellement, l'ultra triathlon est revenu à moi. Parce que autant je savais qu'en 2016, il n'y aurait pas de suite, mais je savais qu'il allait avoir un retour. Je savais qu'il allait avoir un comeback. Quand, je ne savais pas, mais je savais que ça allait prendre du temps. Et ce comeback, bah, il est arrivé. Il aurait dû arriver en 2021, mais bon, voilà, Covid et compagnie. Mhm. J'avais commencé à me repréparer en 2020, à reperdre du poids et compagnie, à me remettre en forme. Après un an d'entraînement acharné, mais 2021, le Covid qui arrive, tout est annulé, donc plus d'objectifs, plus de courses, paf, je reprends 10 kilos. Et 2022, voilà, 2022, je repars. La Floride, États-Unis, double Ironman. Je suis au départ, je fais 96 kilos. Mon esprit, il comprend qu'on est sur un site où j'ai déjà fait des compétitions. Et là, mon esprit il me fait, mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Mhm. Me dis pas qu'on va faire la compétition, Goulven, là. C'est une blague là. Et on y va. Et on y va. Et je termine la course. Et au fil des compétitions, bah, je retrouve. Déjà, je me blesse pas. Je retrouve mes automatismes.
tous mes muscles, ils retrouvent une certaine, tout ce que je leur avais appris de 2014 à 2016, bah, il y a tout qui revient à la surface, il y a tout qui revient naturellement. Et pareil, après un début de saison catastrophique en 2022, je finis la saison tambour battant où j'enchaîne les podiums sur les 3 dernières courses, troisième, deuxième, et je décroche de justesse sur la dernière course, le titre mondial en 2022. Et pour répondre plus précisément à ta question, ce qui me fait continuer, encore une fois, je vais insister dessus, c'est la passion, c'est de retrouver des gens avec qui je m'entends bien, qui font les compétitions régulièrement. C'est d'avoir trouvé aussi un équilibre de vie. Parce que pendant les 5 ans où j'ai arrêté la compétition, je me respectais plus. Mhm. Déjà que parfois j'avais du mal à me respecter pendant mes compétitions, mais là c'était devenu une catastrophe. J'avais pris 20 kilos. Et depuis que j'ai repris la compétition, là, je fais 78, 79 kilos. Mais qu'est-ce que je me sens bien? En fait, je me sens beaucoup mieux à faire des saisons à 40, 50 distances Ironman que de faire des saisons où je fais rien du tout. Parce que le fait de ne rien faire, enfin, c'est comme ça que j'avance aussi. Bah, le fait de ne pas avoir d'objectif, je vais rien faire. Et si en fait aujourd'hui mes objectifs sont pas suffisamment assez grands, je vais pas me motiver à me sortir les doigts. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que chaque année, j'ai vraiment besoin, c'est presque vital d'avoir des objectifs qui soient très très grands pour déjà me respecter moi-même. Depuis que j'ai repris la compétition en 2022, bah, j'ai un nutritionniste qui me suit, chose qui aurait été impensable en 2016, parce que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je respecte beaucoup plus mon corps si je veux vraiment qu'il dure encore pendant 20, 30, 40 ans de compétition. Donc j'ai un nutritionniste, je vais voir un chiropracteur tous les 2, 3 mois, même si j'en ai pas forcément besoin, je vais quand même faire un petit état, un petit contrôle. Et c'est des choses que j'aurais pas pu faire avant. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de voir grand, continuer l'ultra triathlon. Moi, ce que je visualise, bah, c'est faire la Coupe du Monde ultra triathlon tous les ans, que ce soit pour remporter un titre mondial ou non. Mais voilà, c'est faire des compétitions qui me passionnent. C'est voilà, le dépassement de soi, revoir des gens. Et c'est surtout aussi c'est continuer, parce que l'ultra triathlon, les plus grosses compétitions que je vais pouvoir faire l'année prochaine, c'est un triple DK Ironman. Donc, c'est une compétition qui est stratosphérique. Mais je commence aussi à voir beaucoup plus grand que les distances organisées par la Fédération internationale ultra triathlon. Voilà, j'ai envie de créer mes propres compétitions, enfin mes propres challenges, voilà, qui seront pas ouverts à d'autres personnes. C'est moi qui ai envie de me lancer des défis sur des quintuples DK, sur, comme on a dit, faire plus de 100 Ironman d'affilée consécutivement en 2025. J'ai envie de goûter à tout ça, tout simplement par respect pour mon corps. Voilà, je suis Mhm. pas, moi en fait, moi je prends le problème à l'inverse de 99% des gens où ils vont se dire, bah non, moi je vais pas faire plus d'un marathon par an parce que je veux respecter mon corps pour ne pas l'abîmer. Mais en fait, moi c'est tout simplement, en fait, moi c'est respecter mon corps et respecter les gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire ce que je vais faire alors qu'ils voudraient le faire. Voilà, il y a un message par rapport à toutes celles et ceux bah, qui ont un handicap ou qui ont connu un accident de la route ou quoi que ce soit et qui avaient des ambitions stratosphériques, mais aujourd'hui, ils peuvent plus honorer leurs rêves, leurs projets parce que leur corps leur permet plus. Ou tout simplement le fait de me dire qu'aujourd'hui, mon corps, il est en bonne santé, je me sens super bien, bah, j'ai envie pas d'exploiter mon corps, mais de lui rendre ses fonctionnalités. Voilà, je sais pas moi, Mhm. il y a 50, 100 ans en arrière, personne ne se serait posé la question de faire plusieurs marathons dans l'année, parce que le mode de vie faisait que il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien de tout ça, et on était obligé de se Mhm. déplacer en marchant, et on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on se pose un peu trop de questions là-dessus, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se démocratisent avec les réseaux sociaux et compagnie, à force de voir les uns et les autres qui dépassent leurs limites. Mais c'est respecter mon corps par rapport au fait qu'il soit en bonne santé, qu'il soit capable de faire telle ou telle chose. Bah, j'ai envie de l'exploiter. Ce serait comme avoir une Ferrari et ne pas dépasser le 50 km/h. Non, si demain, moi, j'ai une Ferrari ou une voiture de course, bah, c'est pour rouler vite avec, c'est pour éventuellement aller faire du circuit et compagnie, c'est tout simplement pour exploiter la voiture comme elle doit être exploitée. Aujourd'hui, j'ai un corps qui est parfait. Voilà, j'ai pas de problème, j'ai rien, bah, donc j'ai envie de faire ce que mon corps m'autorise de faire.
Si demain je peux plus en faire, parce que j'ai déjà anticipé tout ça par rapport à un genou, une hanche. Mhm. Si on doit me coller une prothèse de genou, de hanche, et encore, je connais des athlètes qui ont une prothèse de hanche Mhm. et qui ont fait des DK Ironman. Mais si un jour je peux pas, moi ce que je dis, voilà, bah, ce sera tout simplement une opportunité de faire autre chose, de tourner la page, parce que le sport me prend énormément de temps et d'énergie, et c'est du temps et de l'énergie que j'ai pas pour développer autre chose. Et je sais que naturellement, c'est un peu comme un aveugle. Demain, une personne perd la vue, bah, il va développer d'autres sens. Bah, moi, c'est pareil. Si demain, j'ai plus le sport, bah, je vais tout simplement, naturellement, développer d'autres sens. Ce sera peut-être la musique, peut-être le dessin, peut-être, je sais pas, j'ignore ce que ce sera. Si on m'avait dit en 2011, quand j'ai été sur le chemin de l'hôtel à la compétition de départ sur l'Ironman de Nice, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que 5 ans plus tard, je serais champion du monde ou j'aurais un titre mondial en ultra-triathlon. Cette personne-là, je l'aurais regardé et je fais OK, d'accord. T'es marrant, t'as mangé un clown, mais laisse-moi tranquille. Là, j'ai déjà mal au ventre avant le départ de ce premier Ironman. Donc voilà. Non, je me pose pas je me pose pas de questions et j'ai envie de toujours voir plus grand parce que la passion. Voilà, tout simplement, la Mhm. passion, c'est pas forcément pour être, même s'il y a un côté égo, c'est important aussi, on a tous un ego plus ou moins développé, c'est important aussi de nourrir son ego. Voilà, moi je suis quand même un compétiteur, il y a des records qui existent en endurance. Mon objectif aussi, c'est d'aller battre des records du monde d'endurance, parce que je sais que j'en ai les capacités, j'en ai la passion, mais sans me dire que voilà, je vais me blesser ou je vais devoir par la suite de ça arrêter le sport. Voilà, on verra bien, on verra bien. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a rien qui est écrit Je pense et qu'on voilà. a on a envie de te poser plein de questions. Tu vois, par rapport à ces 20 minutes où je t'ai écouté sur cette partie-là, où tu parles de ton sport, cette discipline, j'imagine que les questions des personnes qui t'entendent là, mais comment il fait physiquement, physiologiquement, tu as parlé de pas mal de choses, mais les gens ont envie de rentrer dans le détail. Si on veut te questionner comment on fait, tiens, Goulven, ce que tu m'as dit, ça y est, t'as allumé la flamme, je savais même pas que ça existait. Est-ce que je peux entrer en contact avec toi? Comment on fait si tu nous autorises à t'interpeller ou à te poser des questions en direct? Ouais, le mieux, bah, alors, je commence à mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les Mhm. réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas forcément, d'une part, j'ai pas forcément le temps et je suis beaucoup pris par le terrain. Mais mon Instagram, voilà, Mhm. Instagram, vous m'envoyez un message. Profitez-en maintenant parce que j'ai très peu d'abonnés, donc très peu de messages. Donc j'ai beaucoup de temps pour répondre aux messages. Mais le mieux, c'est Instagram pour Ouais, l'instant ok. pour vraiment être sûr de m'avoir. Eh ben, on mettra ça. Je partagerai le lien. En tout cas, c'est Goulven Tristan, tout simplement, sur Instagram pour te trouver. Oui, c'est ça. Il y en a un sur Ouais. l'immobilier, un sur le sport, mais voilà, sur celui sur le sport, vous le raterez pas. Ok. Et j'avais une question, tu vois, pour clôturer ce podcast avec toi, même si je sais qu'il y en a plein que j'aimerais te poser, même si je te connais. Et c'est vrai que j'avais pas tous les éléments, tu vois, depuis 2016. Hein. Il y a plein de choses encore à raconter d'ailleurs, lors du roman, les prochaines épreuves, ta passion pour la Ah oui. montagne, le Mont Blanc, etc. Les records, c'est quoi les prochains records? Qu'est-ce que tu vas enchaîner? Donc forcément, il y a plein de questions que j'ai et qu'on aurait envie de te poser. Euh, S'il y en a qu'une, eh bien, je te poserai la suivante finalement. Parmi tous les témoignages que tu as pu avoir en vrai ou sur les réseaux, par mail, par texto, que sais-je, depuis ces dernières années, un qui t'a touché, qui t'a ému, qui t'a dit ouais, bah, merci, tu vois. Alors, ce sera pas forcément par des messages, mais plus par des Mm. actions. Mm. En fait, bah, chez les pompiers de plaisir, où je suis pompier volontaire dans les Yvelines, donc moi je suis rentré dans cette caserne en 2007, donc j'y suis encore officiellement. Et en fait, depuis 2007, alors je sais pas ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, depuis mon intégration en 2007, il y a pas une seule personne qui avait fait un Ironman. Donc j'ai été le premier à me jeter à l'eau, où on m'a critiqué, où on m'a aussi beaucoup encouragé, et encore plus quand je suis revenu avec la médaille de finisher. Et en fait, ça a inspiré beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont justement l'intelligence de se dire, putain, Goulven, c'est OK, il est bon en sport, mais voilà, il sait pas nager. Et ils ont eu l'intelligence de se dire, Goulven, il est pas plus fort que moi, quoi. Mais par contre, le mec, bah, il est passé à l'action, quoi. Et il est finisher de l'Ironman. Et le fait d'avoir été finisher en 2011, bah, il y en a 3-4.
par la suite qui se sont lancés dans cette aventure et qui ont été finishers à leur tour d'un Ironman et qui ne seraient peut-être pas forcément passés à l'action s'ils m'avaient pas vu revenir à la caserne avec la médaille de finisher. Donc c'est plus par des actions où j'ai pu inspirer des personnes à passer à l'action, peu importe la discipline, hein. Pour certains, ça a peut-être été un 5 km ou un 10 km. Comme je le dis, peu importe vos objectifs, en fait, on s'en fout complètement de vos objectifs, mais respectez vos rêves. Voilà, si je devais terminer ce podcast, c'est respecter vos rêves. Peu importe la nature et la hauteur de vos rêves, que ce soit un semi-marathon ou un DK Ironman, on s'en fout. Le plus important, c'est de se respecter soi-même et de respecter ses rêves. Hmm. Je vais, euh, je vais me remettre en dynamique pour les écrire et les respecter et en vivre aussi. Euh, Merci Goulven pour Merci à ce toi, moment de Cyril. partage. Je, je laisse toujours des fois des moments pas de, tu vois, de silence pour laisser un peu le temps aux gens aussi, même si vont, je sais que dans l'ère dans laquelle on vit, on zappe vite, on écoute un Faut aller audio vite, ouais. en vitesse 1,5 ou x2. Bon, j'essaie de moi-même de me corriger avec ça, hein, tu vois, de prendre un peu plus le temps. Bon, c'est peut-être avec les années aussi qu'on arrive un petit peu à se poser un peu plus, à accepter de ralentir, ce qui est pas simple. Et toi, justement, j'imagine que quand t'enchaînes 50 heures, 100 heures, 200, enfin après on compte plus les heures, on compte les jours d'effort, le temps, tu as parlé du temps de préparation avant, tu as parlé des finances avant, tu as parlé de l'entraînement avant, mais pendant, ça doit être extrêmement long. Mais finalement, c'est du plaisir aussi. Donc, j'espère que au travers de cet échange, euh, tu m'amèneras moi, je parle pas pour les auditeurs, mais pour moi en tout cas, à accepter l'idée de faire des choses, tu vois, avec du calme, que tu parles de respecter ses rêves, mais finalement de temporiser un petit peu, tu vois, et de savoir apprécier les choses comme elles viennent, avec le temps qui passe tranquillement, paisiblement, Ouais, et, euh, et chacun pourra visualiser là-dedans ce qu'est un double, un triple, un DK, un double DK, un triple DK, ou comme tu dis demain, peut-être un quintuple DK, c'est ça, Ironman, c'est ça. voire plus de 100 jours d'Ironman. Ouais. Ça fait rêver. J'espère que ça fera rêver des personnes, en tout cas pour faire simplement, comme tu l'as dit, leurs 10 kilomètres ou leur semi-marathon, que sais-je. Et si on pouvait te souhaiter un truc pour la suite, à toi personnellement, à part avoir un corps robuste pour faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Oh, de garder la santé, ça suffira. Voilà, la santé. Pleine santé à toi, Goulven, et au plaisir de partager quelques kilomètres ou quelques Ouais, centaines de avec grand kilomètres. plaisir, Cyril, ou peut-être de partager des projets ou de monter des projets ensemble. Je sais pas de quoi la vie est faite, de quoi demain est fait, mais avec grand plaisir. Merci Goulven, bons objectifs à chacun, à toutes et à tous. Bon début d'année puisque ce sera en mois de janvier que vous allez écouter ces podcasts. Donc vivez vos rêves, écrivez-les et souscrivez. Comment t'as dit, respectez-les. Donc souscrivez, n'ayez pas peur. Et je pense que Goulven nous a apporté pas mal de clés pour pouvoir aller au bout de nos envies avec la résilience, le mental qui va bien et aussi la passion, Si le on- plaisir de faire ce qu'on fait avec pleine santé. Merci Goulven. Salut Cyril, bye.